Bienvenue sur Caché Croissant, le podcast patrimonial sans prise de tête. Alors pourquoi la gestion de patrimoine? Tout simplement parce que c'est un sujet hyper vaste et quand même souvent bien connu. Et je pense qu'il y a de belles choses à aller découvrir et qui pourront vous aider aussi dans votre quotidien et dans votre projection à long terme. Donc c'est pour ça qu'on a envie de créer ce podcast. Moi c'est Rémi, donc il faut savoir que je connaissais vraiment pas grand-chose à la gestion de patrimoine il y a 10 ans. Et puis j'ai été embauché dans un cabinet de conseil pour faire du marketing, du référencement, de la gestion de site, etc. Donc beaucoup de création de contenu. Et au fil de ces années, finalement, j'ai acquis pas mal de connaissances et j'ai trouvé vraiment que finalement, il y avait un monde de fous à découvrir, et notamment de concepts comme la fiscalité, la succession, la retraite, hein, voilà, tout ce genre de choses. Et donc, quoi de mieux qu'un podcast, justement, pour prendre le temps d'en parler et de rentrer dans le détail. Et donc, j'ai proposé ça à Philippe, qui lui est CGP, et c'est cool, il a accepté qu'on se fasse un petit podcast ensemble. Salut Philippe, tu peux te présenter? Ouais, salut Rémi. Du coup, moi, Philippe, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis maintenant une petite dizaine d'années. Ça fait 5 ans que j'ai créé mon cabinet. Donc aujourd'hui, je suis là, hein. Je suis là. Je suis là tout simplement. Bon, Donc je travaille aujourd'hui en tant que conseiller à mon compte, sans faire partie de réseau. Je pense que c'est des sujets qu'on abordera par la suite, qui pour moi sont assez importants. Et je trouvais intéressant effectivement d'échanger autour de la gestion de patrimoine parce que au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir avec des clients, des prospects et autres, on se rend compte qu'effectivement on a en France un vrai déficit de connaissances financières, juridiques, comptables, en tout cas tous ces sujets qui ne plaisent pas forcément. C'est peut-être dû aussi à un historique d'un État qui a souhaité remplacer, enfin nous aider sur tous ces sujets. Donc ça, je pense que c'est peut-être des choses qu'on parlera au fur et à mesure. Et donc, intéressant de pouvoir aborder toutes ces notions. Après, je pense ouais, qu'on a puis beaucoup de il y a un choses à petit dire. vocabulaire aussi à la base qui est quand même assez obscur, quoi. Ouais, tout à fait. Faut quand même le dire. Donc, et ça peut être bloquant aussi pour des personnes d'aller s'intéresser, quoi. Parce qu'il faut quand même prendre tout ce vocabulaire, et souvent juridique, un peu complexe. Du coup, on va démarrer par la première partie de cet épisode. La base, en fait, hein. C'est quoi la gestion de patrimoine, finalement? C'est une question, c'est ça? Ouais, ouais, c'est une question. C'est quoi la gestion de patrimoine? C'est assez vaste, hein. Comme vous l'avez compris, c'est assez vaste. En Euh, gros, si tu devais le résumer, si tu devais faire un petit résumé assez clair de tout ce que ça touche, hein, et en fait, c'est quoi plutôt le fondement de ça? Voilà. la gestion de patrimoine, c'est avoir conscience de comment on se situe d'un point de vue économique. Donc, d'un côté, les flux, les revenus, les charges. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on a une capacité à épargner? Cette capacité à épargner peut répondre à différents objectifs de vie. Alors, ça peut être des choses toutes simples, hein. On n'est pas obligé juste de vouloir gagner de l'argent. On peut peut-être avoir envie, comme dans ce que tu disais tout à l'heure, de préparer la retraite, de préparer la succession, de commencer à épargner pour les études des enfants ou changer de vie dans 10 ans parce qu'on a conscience que ce qu'on fait actuellement ne nous plaît pas forcément et on a peut-être envie d'autre chose. Donc déjà, c'est déjà de regarder est-ce qu'on a capacité à mettre de côté. Et après, derrière, la détention d'un patrimoine, c'est de détenir des choses. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être du financier, sur des investissements, sur des livrets bancaires. Et donc la gestion de patrimoine, c'est savoir gérer tout ça, c'est-à-dire qu'on détient des choses. Est-ce que c'est pertinent de les détenir comme on le fait aujourd'hui? Et ça, la pertinence, ça peut être une pertinence purement économique. Est-ce que c'est rentable de le faire comme ça? Et derrière, est-ce que c'est pertinent vis-à-vis des projets qu'on a? Ouais, donc du coup, la base, ça reste quand même finalement les objectifs. Les objectifs qu'on veut se fixer plutôt à long terme. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses un peu à court et moyen, mais un objectif quand même, quand tu viens voir
quand tu viens faire de la gestion de patrimoine, c'est quand même un horizon assez long terme à chaque fois. C'est ce qui est le plus pertinent. Alors, ça dépend des clients, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a pas mal de clients qui viennent nous voir. En France, on a vraiment un vrai déficit à accepter à prendre un risque. Donc, on a des gens qui arrivent avec des objectifs à long terme et un patrimoine qui, de manière régulière, n'est pas orienté vers le long terme, dans le sens où on a un risque quasi inexistant parce qu'on n'aime pas ça en France. On a de l'argent principalement sur des livrets bancaires. Je pense que tu amèneras quelques chiffres aujourd'hui. Et donc, nous, notre travail, ça va être de dire, bah oui, on a des projets à long terme. Est-ce qu'on va pas orienter un peu les choses différemment? Après, il faut bien entendu accepter hein, ce fameux risque. Mais le risque sur le long terme peut payer, peut fluctuer, mais peut payer. Et donc, c'est orienter le patrimoine par rapport à ses objectifs. Et après, par la Attends, suite, juste sur les ouais. objectifs, je t'arrête 2 minutes. Est-ce que tu pourrais les nommer un peu, les grands objectifs que toi tu rencontres au quotidien avec tes clients? Parce que je pense que ça peut aider aussi les gens à se projeter un peu là-dessus. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les études des enfants, la retraite, la succession. On voit de plus en plus l'organisation de la dépendance. Donc, soit des personnes qui se disent j'ai pas envie d'être le fardeau de mes enfants et donc je souhaite mettre en place ce qu'il faut pour avoir les moyens de financer un train de vie avec maison de retraite ou autre. Ou à l'inverse, des personnes qui sont les enfants cette fois-ci qui disent ben, je vois bien que ma maman ou mon papa a de plus en plus de difficultés, n'a pas forcément les moyens parce qu'ils ne sont pas organisés comme tels et donc comment s'organise demain pour préparer cette période de vie. Ok. Donc ça, la gestion de patrimoine, au final, c'est se poser les bonnes questions sur ben, c'est quoi mes projets. Après, ils sont pas forcément tous définis à proprement parler, mais quand on a des enfants, par exemple, c'est simple de se dire est-ce qu'on a envie de préparer le financement des études ou pas, par exemple. Ouais, ou leur préparer un capital qu'ils utiliseront après, voilà, Ou comme plus comme tard, ils le souhaitent. ou Ouais, ouais. non, c'est pas un sujet parce qu'ils se débrouilleront, c'est ma Mm. philosophie de vie. En fait, c'est se poser des bonnes questions. Et donc, moi, mes clients, quand ils arrivent, ils ont leur questionnement, leurs besoins. Et moi, mon travail, ça va être bah, de mieux les définir, de peut-être mettre le doigt sur des projets qu'ils n'avaient pas envisagés, en disant, bah, vous m'avez parlé de ça, vous êtes au courant que votre vision, elle n'est pas forcément claire et qu'on a besoin de préciser un certain nombre de chiffres. Après, voilà, la gestion de patrimoine nécessite d'aimer les chiffres. Ouais, ça c'est clair. Si t'aimes pas Excel, Moi, t'es un peu, t'es un peu dans, hein, dans le mal. nous, notre travail, c'est de simuler les choses. Donc, on n'est pas obligé de maîtriser. Quand on est client, on n'est pas obligé de maîtriser. Mais effectivement, si on n'aime pas trop les chiffres, c'est compliqué de bien gérer son patrimoine. Et Ouais. c'est d'ailleurs un gros problème en France parce que on s'intéresse tellement peu à la finance et à l'économie de manière générale qu'on fait des choses sans forcément. On parle avec le cœur, quoi. Ouais, ben ça, on peut le voir effectivement, notamment sur les produits financiers, par exemple. Euh, les petits chiffres rapides comme ça, mais effectivement, 78% des Français détiennent un livret A. Donc, ce qui est la base finalement pour l'épargne de précaution. Ça reste quand même un truc de base, quoi. Mais alors, ce qui est plus intéressant, c'est que concernant l'assurance vie, où on te dit que c'est l'assurance vie, enfin, c'est le produit préféré des Français. Mais finalement, les chiffres montrent que c'est 41,7% des gens qui ont une assurance vie. Donc finalement, c'est pas tant de monde que ça, si on fait le constat. Ouais, tout à fait. Après, il faudrait voir aussi le niveau d'épargne parce en fonction des revenus des personnes, j'imagine que la détention d'une épargne financière est complètement disparate entre des personnes qui gagnent très bien leur vie et des personnes qui Ça, ont c'est des clair. revenus Ça, c'est clair. plutôt faibles. Et donc, le livret A, ben oui, c'est c'est la solution, la première brique un peu de l'épargne financière, mais elle a une certaine limite. Est-ce que, euh, est-ce que plus de 40% des personnes ont plus qu'une épargne de précaution? Alors, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce niveau de détail, mais Bah, pour tu peux, rappel, tu peux, tu peux, ouais. ouais, tu peux peut-être expliquer ce que c'est une épargne de précaution. Ouais. En gros, une épargne de précaution, pour moi, en tout cas, c'est la première brique d'une gestion de patrimoine sereine. C'est d'avoir une épargne qui est là, non pas pour financer des besoins futurs, mais qui est là pour financer
des problématiques de vie, une panne de voiture, une panne de machine à laver, un problème de rapatriement quand on est en vacances et qu'on a un souci de santé, qu'on a besoin Ouais, de revenir en France et qu'on n'est c'est pas pour forcément couvert. sortir une somme d'argent qui est plus ou moins élevée et tu en as besoin tout de suite, quoi. Sortir une somme d'argent exactement de manière immédiate. Donc le livret A, le LDD, le Et qui livret ne peut d'épargne pas être géré populaire, par ton salaire à l'instant T. C'est un peu ça c'est le une truc, quoi. superbe solution parce que bah, on fait un virement et dans 2-3 secondes aujourd'hui, on a l'argent sur le compte courant, on peut le dépenser. Et en gestion de patrimoine, nous, on estime qu'il est bien de détenir à peu près entre 3 et 6 mois de salaire sur ce type de solution. Alors, ça dépend des patrimoines, hein. Peut-être qu'un célibataire qui est locataire, qui n'a pas d'enfant, bah, peut-être que 2 mois de revenus sont suffisants. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver qui va dépasser 2 mois de salaire? Donc, c'est quand même assez rare. Ouais, mais là, Après, à du coup, l'inverse, on est toujours déjà dans une... En fait, là, tu es déjà dans une anticipation un peu du futur. Faut toujours être dans ce truc-là d'anticiper un peu ce qui va se passer. ouais, tout à fait. Bah, après, on en reparlera, je pense, par la suite des épisodes sur ben, qu'est-ce que faire de son argent. Mais je pense qu'au-delà de cette épargne de précaution, il y a mieux à faire pour la pérennité de son épargne. Maintenant, ben, avoir moins que ce qui peut arriver le pire, c'est compliqué parce que bah, si vous arrive quelque chose, vous n'avez pas les moyens, il va falloir trouver de l'argent ailleurs ou ben, être dans une galère sans nom. Et avoir trop d'argent, c'est une capacité à en perdre, entre guillemets, parce que certes, le livret A, le LDD et autres ne peut pas perdre d'argent, mais entre l'inflation qui fait perdre une capacité de dépense et le rendement que nous offrent les livrets, historiquement, on perd de l'argent, entre guillemets, à Hmm. détenir de l'argent sur des livrets d'épargne. Et donc, par rapport à ce que je disais, un célibataire sans enfant, locataire, bah, il a peu de difficultés à part peut-être la voiture et quelques électroménagers. Donc, 1 à 2 mois d'épargne, c'est amplement suffisant. Par contre, un couple avec 2 à 3 enfants, un bien locatif, une résidence principale, 2 voitures, et ben là, on augmente les difficultés potentielles. Et ben là, peut-être que entre 3 et 6 mois de revenus mis de côté sur ce type de solution peut être le bon Le moyen bon, ouais. de faire face à des éventuelles difficultés. Ok. Ouais, du coup, c'est la base. Et donc, une fois qu'on a ça, finalement, après, c'est les objectifs qui vont dicter les solutions à mettre en place. Mais, euh, mais une assurance vie, par exemple, est-ce que ça devrait pas être un couteau suisse, un truc de base à avoir dans son patrimoine, finalement? Alors, bon, je pense qu'on peut faire un épisode entier sur l'assurance Ouais, vie. on pourra, mais c'est histoire d'introduire un peu ce genre de Et oui, solution. l'assurance vie, c'est une solution qui est assez intéressante parce que on a à la fois à l'intérieur, donc bon, il y a différents caractéristiques qui sont très avantageuses de l'assurance vie, mais en tout cas, d'un point de vue épargne, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir à la fois avoir une vraie sécurité à l'intérieur parce qu'on a une ligne dans le contrat qui est envisageable qui s'appelle le fonds euro, qui est garanti par l'assureur. Donc, on a une capacité, sauf défaut de l'assureur, de ne pas perdre d'argent sur sur ce support d'investissement. Et ce qui est intéressant, quand on commence, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, à dire, ben, euh, on a trop sur des livrets d'épargne, voire même certaines personnes qui commencent à dépasser le maximum possible des livrets. Donc, pour info, un livret A, c'est 22 950 de plafond. Un LDD, c'est 12 000 euros. Au-delà, on est obligé de passer sur des comptes sur livret. Et par rapport à ou des PEL ou CEL ou ce genre de choses. Et par rapport à tout ça, bah, ce que je disais par rapport à l'inflation, bah, la difficulté, c'est que la plupart de ces solutions ne compensent pas Ouais, les puis effets de l'inflation. ces solutions-là, finalement, elles sont du domaine de ta banque, c'est bancaire, quoi. C'est bancaire, ouais. Parce que finalement, quand tu rentres dans la gestion de patrimoine, tu as, un champ des possibles aussi en termes de solutions qui va s'ouvrir. Parce que finalement, le catalogue produit, il est vachement plus étoffé, quoi. Bon, il est peu connu de la plupart des gens, mais effectivement, on peut faire pas mal de Il y a choses. Et aussi ça. l'assurance vie, c'est vraiment la chose la plus, enfin, le premier jalon, je trouve, d'un investissement, parce qu'on a cet aspect sécurité qu'on n'a pas dans toutes les autres enveloppes, qui permet d'avoir une garantie en capital sans aucun plafonnement. C'est-à-dire que bon, bah là, on parle potentiellement des très très riches, contrairement à ce que tu disais en introduction, mais si on a envie de mettre 2 millions d'euros sur un fonds euro, on peut.
Un livret A, ben, au-delà de 22 950, on ne peut pas. Donc. Ouais. Et donc, par rapport à ce que tu disais sur la statistique de 41% des Français ont une assurance vie, eh ben, est-ce qu'au final, l'épargne de précaution, bon, on n'a pas cette statistique, mais est-ce que par rapport aux revenus, tout le monde a déjà une épargne de précaution suffisante? Je ne pense pas, tu vois. Et donc, euh, pour moi, la première étape avant de se C'est de se constituer construire un une épargne de investissement, c'est de se précaution construire une épargne de précaution. en fonction de Et ses moyens au-delà, aussi après, mais et c'est au-delà, ouais. c'est de se poser les questions, est-ce que mon argent, au-delà de cette épargne de précaution, est-ce qu'elle est pertinente? Et donc, moi, les personnes que je peux conseiller, relativement souvent, bah, ils ont une épargne bancaire, dont cette épargne de précaution qui est quand même assez importante. Et moi, mon travail, c'est de leur dire, bon, bah, oui, 3 mois de revenus, c'est bien. Au-delà, c'est peut-être un peu excessif. Et surtout, en dehors de questions métaphysiques, vous perdez de l'argent, en fait. Ça c'est ouais, moi je trouve que c'est un concept assez difficile à comprendre et à s'imaginer en fait parce que La perte d'argent? ben, tu le vois pas forcément, tu sais, Alors, c'est pas facial, effectivement. C'est-à-dire c'est que, insidieux quoi, tu vois, c'est pour pas expliquer très facilement l'inflation, je vais essayer avec mes mots, hein. Je ne suis pas économiste, hein. Moi, je suis juriste de formation, mais je vais essayer quand même d'expliquer ce concept. En gros, votre compte courant, il y a 100 euros dessus. Le mois suivant, il y a toujours 100 euros dessus. Ça ne bouge pas, ça ne peut pas perdre d'argent. Si vous avez un livret A, ça devient 101,5 à l'heure actuelle. Euh, Sauf que la difficulté, c'est que les prix, ils augmentent. Et ils ont toujours augmenté. Le fait qu'on édite, alors ça c'est ma vision, peut-être que je me trompe et que peut-être qu'il y a des économistes dans les commentaires qui vont dire non, non, il dit des bêtises. qui vont te retaper, c'est bien. C'est faux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on édite de la monnaie de manière régulière et donc plus il y a de monnaie en échange sur les marchés, enfin un marché économique, plus cette monnaie perd de la valeur. Et donc, imaginons qu'on a une baguette de pain qui vaut 1,50 €, une bonne baguette. La Belle Rouge. Dans je fais les mêmes phrases que les politiques. Imaginons, on a un pain au chocolat à 10 euros. Et bien, ce pain au chocolat à 10 euros, dans un an, il va valoir 11 euros. Parce que votre boulanger, il a les salaires qui ont augmenté parce qu'en fait, il paye les gens au SMIC, par exemple, parce que bah, il gagne peu d'argent sur son business. Et chaque année, le SMIC est augmenté par rapport à L'électricité de cette son fameuse local inflation. qui a pris 2 points, Le etc. loyer, il a augmenté. Le beurre, il a augmenté. La farine a augmenté. Enfin, il est obligé de réindexer toute cette inflation qui a par elle-même déjà augmenté ses charges. Et donc, s'il veut maintenir son train de vie, lui, il va falloir également qu'il augmente son salaire. Et donc, mathématiquement, il va augmenter le prix du pain au chocolat. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis pain au chocolat, on Ouais, va on dit dire chocolatine. chocolatine déjà, ouais, tu vas te calmer tout de suite. On va dire chocolatine. Donc, cette chocolatine, j'étais à Paris la semaine dernière, donc j'ai été rapidement, j'ai été contaminé. T'as repris le pli très vite. Et j'ai repris le petit truc. Donc, cette chocolatine a augmenté. Et donc, vous, votre compte courant à 100 euros, ben, pour reprendre la chocolatine à 10 balles, ben, aujourd'hui, vous en payez 10. Demain, vous pourrez en payer que 9 parce que vous n'aurez pas suffisamment parce que le prix a augmenté. Et donc, du coup, par rapport à cette inflation qui est constante, alors, l'inflation dans les années 80, elle était entre 8 et 10%. Aujourd'hui, on a une inflation entre 2 et 3% avec le conflit qu'on a actuellement en Iran. C'est en train d'augmenter, notamment bah, parce que le pétrole a augmenté, etc. Donc, les prix augmentent, hein. Le pétrole a quand même une importance dans notre schéma économique. Et donc, vu son augmentation, bah, tous les prix augmentent, nécessitent de manière cohérente, hein, parce que pour que les produits arrivent chez nous, on utilise de l'hydrocarbure. Peut-être qu'il y a du plastique dans ce qu'on utilise, donc forcément, bah, les prix augmentent. Les producteurs augmentent leurs tarifs et nous, consommateurs, bah, ça nous coûte plus cher. C'est ça l'inflation. Et donc, du coup, la problématique, c'est que nos livrets bancaires ont un système de taux qui est annoncé par l'État et qui est calculé toujours par rapport à une inflation passée, donc souvent à 6 mois, je crois de mémoire. Et historiquement, le taux du livret ne permet pas de compenser les effets de l'inflation sur le long terme. Là, aujourd'hui, l'année dernière, on avait... Est-ce qu'il a vraiment pu un jour contrer cette inflation? Alors, j'ai regardé, j'ai fait une petite statistique pour préparer ce podcast. Euh, sur les 26 dernières années qui nous séparent des années 2000, sur 26 ans, le livret A a été supérieur
à l'inflation pendant plus ou moins 8 années. Alors, en réalité, c'est un peu faux parce que vu qu'il est toujours par le passé, il y a des moments où l'inflation a été supérieure. Par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu une inflation qui a été aux alentours de 5 à 6%. À cette époque-là, on avait un livret A qui rapportait du 1,5 de mémoire. Après, l'inflation a baissé, mais vu qu'il se situait par rapport au passé, notre livret A a augmenté à 3. Et donc, pendant cette période, on a eu une inflation à 2% en 2024 de mémoire, avec un livret A qui rapportait du 3. Et bien à ce moment-là, Là, c'était ça a cool. été intéressant. Et là, on est repassé sur un livret A à 1,5, alors qu'on est en train de dépasser les 2% d'inflation. Et donc, on n'a que des très petites périodes où l'inflation a baissé, le livret A a augmenté à Parce un qu'il n'a moment pas donné encore parce que été mis à l'inflation jour, était quoi. élevée. Du coup, il reste pertinent. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si on laisse l'argent sur notre livret A, alors sur le compte courant, il n'y a rien de pire, mais si on stocke de l'argent sur le livret A, c'est bien parce que c'est dispo, on peut le récupérer tout de suite, c'est immédiat. Mais tu Mais perds de par contre, l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu perds on de perd l'argent de la valeur. lentement. Voilà. Exactement. Ok. Notre pouvoir d'achat augmente, diminue davantage que le livret bancaire nous Ok. rapporte. Très bien. Ouais, bah du coup, c'est ça la gestion de patrimoine. C'est ça la gestion de patrimoine. Après, voilà, la difficulté, c'est qu'il faut s'intéresser. Et ce que je disais tout à l'heure en introduction sur le fait que l'État a remplacé un certain nombre de sujets, ce qu'il faut comprendre, notamment en France, c'est que depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'État, déjà, il y a les livrets bancaires, il y a la retraite, il y a la sécurité sociale. Ça, c'est des choses qui existaient très peu, je crois, avant 1945. Donc, on nous a dit à nous, Français, vous inquiétez pas, ces sujets de fond, on s'en occupe. Et donc, je pense que petit à petit, nous, on s'est désintéressé de ces sujets en disant, les sujets importants comme la santé, la retraite, va être traité par l'État. Le livret bancaire nous offre un rendement. Et donc, on n'a pas besoin de s'en occuper et on va se désintéresser de ces sujets économiques. Et à l'inverse, moi, j'ai des clients, par exemple, anglais ou américains, qui habitent en France. Eux, ils sont dans un système anglo-saxon où il y a beaucoup moins de social qu'en France. Donc, peu de retraite, peu de sécurité sociale, ou quelque chose d'assez faible par rapport à nous. Des livrets bancaires qui n'existent pas forcément, c'est-à-dire que si on veut gagner de l'argent, il faut forcément prendre du risque. Et j'ai en face de moi des gens qui sont des gens qui, en termes de revenus et de charges, correspondent plus ou moins à mes clients français. Hein. Mais ils ont une connaissance financière bien au-delà. Et sans parler même par rapport aux projets retraite et autres, des études des enfants, où nous, en France, on a une université publique. Moi, je suis issu de l'université publique. J'ai été, je pense, très bien formé avec des professeurs qui tenaient vraiment la route. Pour autant, j'avais des frais d'inscription à l'époque de 400 ou 500 euros. Vous allez aux États-Unis, il y en a pour 30, 40, 60 000 euros, voire même 100 000 à l'année. En France, on a quand même des écoles de commerce qui peuvent coûter, pas forcément ces prix-là, mais qui peut coûter assez cher, mais ça reste, je pense, une minorité. Et donc, les personnes qui viennent de ces pays-là, des pays anglo-saxons, ont une culture financière beaucoup plus importante parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de se renseigner pour leur retraite. Ils n'ont pas le choix de préparer leur santé. Ils n'ont pas le choix de préparer les études des enfants. Et en plus, ils n'ont pas le choix d'investir parce que peu de solutions existent pour investir l'argent comme nous, on pourrait avoir avec nos livrets bancaires. Et donc, on s'est dessaisi au fur et à mesure de ces sujets économiques. Et avec le système aujourd'hui qui vacille un peu sans faire de politique, hein, on a des problématiques retraite, des problématiques de santé. Alors, j'espère qu'on arrivera à maintenir un modèle social intéressant. Mais aujourd'hui, notre génération des 35-40, on est en train de s'intéresser de plus en plus, en tout cas, je le vois dans ma clientèle, on est en train de s'intéresser de plus en plus à ces sujets parce qu'on est en train de se dire, le système, je ne sais pas si le système va m'aider. Ouais, on n'est pas Et sûr, donc, on je n'est vais pas m'en certain. occuper. Il y a plus de certitude en tout cas. Ok, ouais, non, mais ça c'est vraiment intéressant. Petite question pour clôturer cette premier bloc de la gestion de patrimoine quand même, parce que là on est parti, on est parti assez loin finalement. T'as débordé de la table là, c'est bien. Ah, tu me lances, moi j'y Ben vais. ouais, il est parti, on l'arrête plus. Donc non, on va juste essayer de recadrer un tout petit peu. C'est juste l'écosystème professionnel
de la gestion de patrimoine, parce qu'en fait, euh, quels sont tes interlocuteurs quand tu veux faire de la gestion de patrimoine? Parce que finalement, je pense que pour la plupart des gens, on se dit on va se tourner vers la banque. Et finalement, il y a d'autres interlocuteurs, et notamment le conseiller en gestion de patrimoine dont toi tu fais partie. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Est-ce que voilà, en 5 petites minutes, là, tu pourrais nous faire un peu l'éventail des De ce qu'on peut professionnels faire? que tu peux aller voir et le niveau de qualité, on va dire, de conseil, tu vois, que tu peux y trouver? Ouais. Eh ben, comme tu le disais tout à l'heure, déjà, on pourrait éventuellement aller voir sa banque. C'est-à-dire que les banques, l'univers aujourd'hui de gestion de patrimoine en France, quand on veut investir sur des actifs financiers, pour prendre l'exemple du financier, bah, entre guillemets, on est sur un monopole des actifs bancaires. Les compagnies d'assurance sont détenues par les banques elles-mêmes, pour la plupart. Donc, ça reste des produits qui sont détenus par nos banques. Donc, demain, si on veut commencer à gérer son patrimoine, rien ne nous empêche d'aller voir notre banque de réseau, euh, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP, et d'aller leur renseigner en disant, ben voilà, moi j'ai déjà suffisamment d'argent sur mes livrets, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc là, le conseiller bancaire va pouvoir amener un certain nombre de produits sur la table qui sont des produits de la maison. Parce qu'en règle générale, à ce niveau-là de banque, des banques de réseau classiques qu'on peut tous avoir, on n'a que des produits de la banque dans laquelle on est. Euh, la difficulté aujourd'hui de ces banques, c'est qu'on a quand même réduit, je trouve, hein, depuis des années, le système bancaire. On a réduit les frais, alors bon, qui restent quand même assez importants, mais par rapport à des banques Internet, on a eu cette concurrence qui a fait que les banques traditionnelles, alors, sachant que si vous regardez, les banques d'Internet appartiennent aux banques traditionnelles. Euh, à part des Revolut ou autres, en règle générale, ça appartient. Boursorama appartient à la Société Générale, je crois. Hello Bank appartient à BNP. Donc, Ouais, en fait, on est- ça reste un produit finalement, un produit ça de la reste un banque, produit. mais qui est Oui, bah en plus. fait, ils ont trouvé un créneau, il y avait un marché, il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir de conseiller, on va amener. Et donc, la difficulté, c'est qu'on a en face de nous, alors je ne veux pas me mettre à dos les conseillers bancaires, mais on a en face de nous, pour la plupart du temps, des gens qui sont peu formés en dehors du bancaire classique. Et donc, dès qu'il est question d'investissement, ils ont que des produits de leur propre banque avec peu de formation et peuvent vous amener dans des directions qui ne seraient pas forcément la bonne. Non pas parce qu'ils ont envie d'engranger plus d'argent, c'est pas, enfin, je ne suis pas contre le capitalisme, moi personnellement, mais aussi par un déficit d'information et un manque de, de questions par rapport à vos projets. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients, on parlait des objectifs tout à l'heure, j'ai des clients qui viennent me voir en disant je veux gagner plus. C'est pas un objectif en fait. Comment on va orienter l'argent? Et donc, si vous leur dites ben, je veux juste gagner davantage, ils vont vous proposer des produits euh, qui sont peut-être en phase avec ce fonctionnement, sauf que bah, vous leur avez pas dit que bah, il y a les études des enfants dans 3 ans. Vous leur avez pas dit qu'en fait, bah, j'avais un projet immobilier et j'avais besoin de mettre 15 000 d'apport dans 2 ans. Mais en même temps, il vous a pas posé ces bonnes questions. Donc, soit vous avez un conseiller bancaire ou une conseillère bancaire qui est formidable et qui a des vraies connaissances sur le sujet et qui est capable de vous accompagner, et c'est top. Et donc là, bah, vous allez avoir des possibilités financières assez intéressantes, assurance vie, plan d'épargne en action, plan d'épargne retraite, on y reviendra. Soit bah, vous avez des courtiers plus traditionnels, des conseillers en gestion de patrimoine qui font partie de réseaux ou qui sont entre guillemets indépendants. Je dis entre guillemets hein, parce que la réglementation nous interdit de dire qu'on est indépendant si on est rémunéré par les produits. Ouais, la Euh, réalité, c'est que beaucoup de CGP sont rémunérés sur les produits. Et c'est pas, et c'est pas, et c'est une pas, grande partie. et c'est pas un mal en vrai. Enfin, Non, c'est pas un problème euh, parce que le catalogue est vraiment. Enfin, voilà, le niveau le nombre de produits que tu peux, que tu as accès, finalement, ça vaut ça. Puis c'est normal aussi d'être rémunéré parce que si tu vis que du conseil, il faut vraiment tartiner, quoi. Il faut vraiment ouais, tartiner tout à fait. pour vivre, être rentable, quoi. Bah, le conseiller en gestion de patrimoine qui fait du courtage, c'est le cas classique. Hein, dans 99% des cas, j'ai pas les statistiques de l'AMF, mais je crois que le vrai indépendant,
C'est à Il la est marge. c'est vraiment à la marge. Le conseiller en gestion de patrimoine qui fait du courtage, ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que je disais aux bancaires, c'est qu'on va pouvoir avoir accès, bon, certes, aux mêmes structures, hein. Moi, je travaille avec une filiale de BNP, je travaille avec une filiale de la Société Générale, une filiale du Crédit Mutuel. Donc, ça reste les mêmes sociétés, mais par contre, je travaille pour qui je veux. Euh, et donc, c'est là, le vrai intérêt, c'est qu'on va pouvoir piocher au fur et à mesure des produits qui vous correspondent, qui répondent à un besoin, et qui peut-être aussi, on veut quand même peut-être diversifier les banques, les structures financières, pour dire, bah, j'ai pas envie que tout mon argent soit à la BNP, je préfère en mettre un peu au Crédit Agricole, un peu au Crédit Mutuel. Et dans ce cas-là, on va pouvoir diversifier. Et ça, c'est ce que la banque de réseau classique ne pourra pas réaliser. La banque privée, par contre, le pourra, mais c'est accessible à des Ouais, niveaux là, de c'est le revenus et ticket, d'épargne le qui ticket commencent à être d'entrée, très il conséquents. est très élevé, ouais. Il est très élevé, hein. Euh, c'est quoi le ticket, enfin, le ticket d'entrée pour venir te voir? Ça, voilà, sans langue de bois, parce qu'en fait, on dit que c'est pour tout le monde, mais moi, je suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Moi, Euh, personnellement, ouais, toi, personnellement, c'est quoi un ticket pour toi, un profil qui, toi, te fait vivre, en fait? oui. Alors, moi, j'ai un positionnement qui est assez particulier par rapport à beaucoup de conseillers. Moi, j'ai décidé de travailler pour peu de personnes. Alors, pas quatre, hein, mais d'avoir d'avoir un nombre de clients gérés assez faible pour faire du vrai conseil au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai pu travailler dans des cabinets où les personnes avaient 200, 300, 400, 400 clients en gestion. Et donc, la difficulté que je peux voir dans ce modèle, c'est qu'au final, bah, notre journée, elle dure que 24 heures. On a une vie à côté, ça reste un Moi, travail. tu dors pas, Alors, toi, en bon, fait. moi, je J'adore pas, moi. travaille beaucoup, mais on a quand même une vie personnelle à côté. Donc, si on prend un schéma classique, imaginons un conseiller en gestion de patrimoine qui est salarié, qui travaille 35 heures. En règle générale, bon, bah, il travaille 47 semaines, 35 heures de travail dans l'année, et c'est tout. Et donc, si vous multipliez ce nombre d'heures divisé par le nombre de clients gérés, bah, on se retrouve dans une situation où bah, le portefeuille client, on peut passer qu'une demi-heure par personne et par an. J'exagère un minimum, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et on a des conseillers bancaires qui ont 700 à 800 clients. Donc, moi, j'ai fait un choix de dire, je vais limiter cette clientèle pour être présent. Et donc, pour cela, on pourra faire un épisode entier sur les frais et comment fonctionnent les solutions financières et comment faire attention à ce que vous donnez à vos conseillers et à vos banques et autres. Et est-ce que ce montant de frais est en cohérence avec le service rendu? Ça, pour moi, c'est une notion qui est hyper importante. Ouais, Et donc, là-dessus, ça sera peut-être comprendre comment tu calcules, comment tu peux toi-même calculer un produit qui t'est présenté aussi. Parce que ouais, tout à fait. Y voir plus avoir la clair dans ce qu'on connaissance vous propose. sans devenir un expert, mais juste savoir de quoi on te parle quand on te propose un produit, quand on te propose quelque chose, quoi. C'est ça. Et moi, dans l'idée, en dessous de 100 000 euros, c'est rare que j'accepte Quand tu dis 100 000 euros, c'est 100 000 euros à placer, c'est du capital 100 000 euros à disponible, placer. Ouais. parce que ça aussi, je pense que c'est pas tout à fait clair, tu sais, sur la différence entre un patrimoine actif. Parce que par exemple, tu as un bien immobilier, il vaut 200 000, mais tant qu'il est pas vendu, ça reste du patrimoine qui est accessible, mais qui n'est pas là présent, tu vois. Ouais, tout à fait. Pour toi, ça t'apporte pas grand-chose, en fait. On parle vraiment d'un capital prêt à être investi, prêt à être travaillé, mis au travail, quoi. Bah, moi, je fais deux choses. Je fais du conseil et je fais du courtage. Sur l'aspect courtage, donc de l'argent qui serait épargné au travers de mon cabinet et investi dans des compagnies avec lesquelles j'ai une convention d'apporteur d'affaires, moi, c'est rare que j'accepte en dessous de 100 000. Ok. Parce qu'à 100 000, moi, je limite un certain nombre de frais. Je ne prends pas de frais de versement. Je travaille de manière régulière sur la gestion financière du compte. Et donc, du coup, ben, il y a un temps consacré au client et derrière une rémunération qui est adaptée en fonction de ce montant-là pour que ça soit rentable. Mais du coup, Et en dessous, ça ne l'est pas. il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le capital
donc comme on l'a dit, le capital que tu as de base à investir, mais ça peut aussi être une capacité d'épargne mensuelle que tu as aussi, parce que ça peut être aussi intéressant. Si tu n'as pas forcément ce capital, mais que tu as une belle capacité d'épargne à la base, tu peux aussi commencer à faire de belles choses au niveau patrimonial. Bah, c'est là où moi, en tout cas dans la création de mon cabinet, j'accepte de déroger à cette règle en fonction de la capacité d'épargne, le potentiel patrimoine à venir. Et donc là, ça m'arrive assez régulièrement de déroger à cette règle en disant, c'est des potentiels clients qui me conviennent. Mais tout à l'heure, en introduction, effectivement, tu disais, c'est pas réservé qu'aux riches. C'est vrai, c'est pas réservé qu'aux riches. Voilà. Après, moi, mon positionnement cabinet fait que j'ai un certain montant qui, statistiquement, par rapport à la population, ce sont des riches. Par rapport au portefeuille Oui, toi, moyen de la plupart des... t'as un positionnement qui est haut de gamme, quoi. Mais Plutôt. on peut toujours trouver des CGP, quoi qu'il arrive, en Et fonction sans parler, et sans parler de de son moi, niveau de revenu, quoi. on a tout un univers de conseillers qui acceptent n'importe quel montant. Maintenant, je pense il faut se poser les bonnes questions, de se dire quels frais cette personne Ben, pratique. ça pourrait être intéressant de faire un épisode dédié là-dessus, sur Ouais, tout à fait. comment tu fais pour te créer un patrimoine quand tu n'as pas forcément des gros moyens, et quels sont les points clés vraiment à retenir et à vérifier quand tu vas souscrire à une assurance vie, ou pourquoi pas utiliser une assurance vie en ligne aussi, hein. Ça peut être un vrai Ah, truc là, sympa. le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, on parle de gestion de patrimoine et les gens qui nous écoutent, peut-être, il y a peut-être des potes à nous, mais il y a peut-être des gens qui s'intéressent, qui veulent s'intéresser. Là, moi, ma clientèle, c'est des personnes qui veulent déléguer, n'ont pas envie de gérer et veulent faire confiance à quelqu'un. Si on veut travailler, si on ne veut pas de bancaire, parce que les produits sont uniquement de la banque et des conseillers peu qualifiés, si on n'atteint pas les montants de conseillers un peu plus haut de gamme qui font un travail de façon éthique, et qu'on n'a pas envie d'aller chercher des frais importants auprès d'un autre conseiller parce que on ne comprend pas le travail qu'il réalise. On peut très bien se former, et aujourd'hui sur Internet, il y a plein de choses pour le faire. On a des blogs comme Finari, etc., qui permettent de vraiment se former à la gestion de patrimoine et se créer, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux pays anglo-saxons, se créer sa propre éducation financière, prendre les choses en main et derrière, faire des erreurs, hein, parce qu'on va en faire, hein, mais se former au fur et à mesure, investir son argent. Aujourd'hui, je pense qu'avec Internet, on a la possibilité de gérer son argent soi-même en limitant les coûts. Mais par contre, voilà, ça va Mais nécessiter. c'est juste que là, tu prends le risque toi. C'est entre toi et toi, quoi. Finalement, tu reposes pas ce risque-là à une personne, une tierce personne que tu payes, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Tu vois, où tu te délègues un peu à la fois de la gestion, mais tu te délègues de la performance, du risque, enfin, tu vois, de tout ce que ça englobe, en fait. Ben, pour répondre entre mon positionnement et Internet, moi, je ne pense pas qu'un modèle où euh, vous avez peu d'épargne, enfin peu de capacité d'épargne, quelqu'un qui a 50, 100 euros par mois, mais c'est très bien, hein, je ne critique pas, c'est même plutôt honorable, hein. Il y a des personnes qui n'épargnent pas, qui n'ont pas les moyens d'épargner. Mais je pense que vouloir un modèle où on a peu d'épargne, mais par contre on veut peu de frais et avoir le meilleur conseil du marché, ça n'existe pas. Ouais, c'est une utopie, ça. Enfin, C'est une c'est une utopie. utopie, et t'auras jamais les trois, t'auras jamais les trois, et t'en auras peut-être même pas un seul de critères C'est ça. qui est Nous, satisfaisant. en augmentant, Donc, moi, ma position de mon cabinet, c'est qu'en augmentant le montant de l'épargne, vu que moi, je suis payé en pourcentage, ça commence à être intéressant. Et je suis pas obligé de prendre tout ce qui est frais de versement et autres. Et donc, le client s'y retrouve par rapport à un conseiller qui prendrait des frais de partout. Et moi, je m'y retrouve parce que le pourcentage de frais de gestion annuel est cohérent par rapport au travail que je réalise. Par contre, à l'inverse, d'avoir des frais de gestion en pourcentage sur un montant qui est assez faible. Enfin, pour donner une idée, vous épargnez 1000 euros, vous avez un capital de 1000 euros. L'ensemble de la compagnie qui derrière reverse, s'il n'y a pas de frais de versement, la compagnie d'assurance va prélever 10 euros de frais de gestion annuels et va se payer et va payer le conseiller derrière. Donc, quel conseiller vient chez vous, se déplace
utilise de l'essence, va vous faire un mail récap, va passer 2 heures de réglementation derrière pour gagner 10 balles à l'année. Ouais, c'est vrai que c'est. On reviendra sur les frais et comment tout cet univers se rémunère, parce qu'il faut, je pense, être très vigilant. Mais il faut aussi se mettre en corrélation de si la personne elle est en face de Mais vous peut-être que la prochaine, et prend du temps, c'est qu'il y a des frais. l'épisode 2 sera peut-être dédié à ça, hein, les frais, etc. Tout comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour que vous soyez bien au fait. Et quand vous vous posez devant un interlocuteur, que ce soit un CGP, un banquier ou un mandataire, bah, vous ayez toutes les clés en main du coup pour savoir si la personne, vous pouvez y aller ou pas en fait. Je pense déjà ça Et peut moi, donner des bons red flags, des bons critères. le gros de mon activité aujourd'hui de mon cabinet, c'est pas forcément le courtage, c'est le conseil. Et donc moi, le conseil, c'est un conseil qui est sur honoraire, donc pareil. Hein, je dis pas que c'est rare parce qu'on est pas mal de cabinets à le faire, mais le conseiller Ouais, classique, mais là ça demande de la technicité finalement aussi. bah, ça demande de la technicité. Et moi, mes clients viennent me voir pour avoir un conseil plus ou moins indépendant intellectuellement, pour dire bah, j'ai fait des choses ou j'ai envie de faire des choses. Aidez-moi à le réaliser. Et dans ce cas-là, bah, moi, je fais un devis et je dis bah, je vais vous aider à tel prix. Est-ce que ça vous correspond? Mais du conseil gratuit n'existe pas. Bah, il peut être gratuit si derrière c'est pareil, c'est comme un lead magnet quoi. Ton conseil est gratuit, mais derrière c'est pour aller chercher du produit. Bah, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Non, mais Le c'est vrai. le bon vieil adage. Mais oui, c'est vrai, C'est vrai. c'est Si vrai. la personne en face de vous vous produit des Ouais. conseils, c'est pas une association. Elle veut gagner sa vie. Mm, mm. La personne qui l'embauche ou le réseau dont il fait partie veut gagner sa vie. Et donc, du coup, si jamais vous avez 100 euros à mettre dans une solution d'épargne, et comme je vous dis, les frais de gestion annuelle dépassent rarement 1 à 2% de votre montant de capital. Donc, on ne se paye pas là-dessus. Clairement, hein, on met 1000 euros, ça nous rapporte 10 balles à l'année. C'est même pas un SMIC hein, à l'heure. Donc, si on doit passer 2 3 heures dessus, je ne vous dis pas le niveau de perte, et ben pour compenser, ils vont prendre des frais de versement plus ou moins importants. C'est-à-dire que vous mettez 1000, mais en réalité, il n'y a que 990 euros qui rentrent sur le compte, voire 900 pour certains. Ouais, Bon, j'exagère. du coup, déjà de base, hein, il faut que ce soit sacrément performant pour ne serait-ce que rattraper ces frais qui sont venus greffer Ouais, c'est ça. fortement ton capital de base, quoi. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que la personne qui est en face de vous a besoin de vivre. Et donc, elle vous propose la chose. Alors, nous, on voit la perte de revenus en pourcentage. Mais si on regarde ce que la personne a gagné, ben, à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, si on veut éviter ces frais, on n'a pas le choix de se renseigner, de faire les choses par soi-même. Ou de payer un indépendant sur le conseil, Hmm. mais Ouais, mais même, honnêtement, hein, je pense que même si tu payes quelqu'un, fatalement, tu es quand même obligé d'un peu de comprendre ce qu'il fait, parce que et ce s'il qu'il paye, fait, ça ne parce sera pas que 10 euros, dans tous ouais, les ouais, cas. oui, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Après, ouais, Après, on peut vous expliquer que les frais de c'est des taux versement, horaires qui sont de toute façon très élevés dans ce milieu-là, donc c'est comme ça, hein. tout à fait. Donc, Mais bon, après, voilà, oui, il faut aussi arriver à avoir le gain un peu plus long-termiste aussi. C'est parce que tu vas payer du conseil et souvent, je pense en France aussi, c'est un peu compliqué de se dire je vais payer pour du conseil, je vais payer pour être accompagné. C'est ben, pas ce que naturel. les pays Ouais, c'est anglo-saxons pas naturel. Mais parce que, ont aucun problème là-dessus, par exemple. mettons, tu vas payer ton conseil 1000 ou 2000 euros. Peut-être sur le long terme, ça va t'en faire économiser 10 ou 15 parce que tu te seras pas engouffré dans des solutions qui vont durer des plombes, et où ton capital sera bloqué sur des trucs qui sont extrêmement nuls. Et tu vas finalement, sur le long terme, perdre beaucoup, beaucoup plus d'argent que si tu étais parti direct sur le bon pied, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut comprendre aussi, enfin, je me mets à la place de l'épargnant moyen, enfin, quelqu'un qui a envie d'épargner. Je vais pas payer de 500 balles de conseil alors que je vais mettre 100 euros par mois. C'est clair. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, mais c'est comment tu mets tu mets bien parce que ça, on le verra sûrement aussi quand on fera des petits exemples chiffrés. Euh, Tu mets 100 balles sur une assurance vie bien montée, bien travaillée, et 100 balles sur un truc éclaté. Les résultats à 20 ans, ils valent franchement bien les 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait. de, Ah, mais il faut les avoir. d'études. Quelqu'un qui commence Bien une sûr qu'il étude. faut les avoir. Ouais, bien sûr qu'il faut les avoir. Ça, je suis d'accord avec toi, il faut les avoir. Mais je parle pour des gens qui sont un peu prêts à. Tu vois là, je parle pour des gens qui sont prêts à peut-être à se poser un peu de conseils, qui se posent la question de est-ce que je veux y aller ou pas. Voilà, c'est juste se dire que Ben, tu as le un petit résumé de tout investissement au ça, départ, mais si tu es avec le bon professionnel, généralement tu l'as super bien rentabilisé sur le long terme. Mais c'est toujours une question aussi de long terme un peu, hein. Il faut pas voir ça sur les 5 années qui arrivent, hein, parce que c'est généralement le gain est beaucoup plus à long terme, quoi. pour résumer cette notion d'épargne, euh, soit, soit on se forme et on va pouvoir aller chercher des solutions avec des frais réduits et on a besoin d'avoir des connaissances financières solides qui vont se construire dans le temps et on fera des erreurs parce qu'on n'a pas tout, mais on va continuer à se former et à s'intéresser. Soit on délègue et ça coûte. Et après, derrière, la question à se poser, c'est est-ce que le prix que je paye est en corrélation avec le service qu'on me rend? Moi, en tout cas, j'ai créé le cabinet pour ça, personnellement. Moi j'ai envie d'offrir une qualité de service à mes clients et dire, bah, moi, sur votre épargne, sur le conseil que je vous ai donné en honoraire, vous m'avez payé tant, voilà ce que je vous ai fait gagner ou voilà ce que je vous ai évité de perdre, par exemple. Ou l'organisation que je vous ai prévue, vous n'auriez pas pu la penser à ma place parce que ça demande une technicité importante. Et derrière, les gens s'y retrouvent en disant oui, j'ai payé un conseil soit par des frais, soit par des honoraires. Mais derrière, j'aurais peut-être fait complètement différemment et mal fait les choses si jamais je l'avais fait seul. Mais voilà, se dire que on fera appel à quelqu'un et ça va rien nous coûter, c'est faux. Quel que soit le modèle économique. Oui, oui, ça c'est Donc c'est clair. soit on se C'est forme, clair. soit on accepte de payer. Bah écoute, hein, c'est une belle phrase de fin, je pense, hein. Je sais pas combien de temps ça fait que ça dure, là, le petit podcast, mais c'est un bon premier épisode. J'en profite pour glisser ça. N'hésitez pas, si jamais il y a quelques viewers qui sont là, c'est cool. Ben, n'hésitez pas à claquer votre plus beau pouce bleu, ça fera franchement plaisir. Et surtout, posez en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on traite de sujets en particulier. L'idée, c'est de faire un peu un podcast un peu vivant aussi, hein. C'est de répondre aux questions que vous vous posez aussi. Nous, on en a plusieurs en tête, hein, mais c'est bien si ça vient de vous aussi. Ben voilà, t'as autre chose à ajouter, Philippe, ou on est Non, bon? bah on a un univers important à aller chercher. Ouais, je pense que là, c'était juste la base, et encore, on a bien digressé sur qu'est-ce que la gestion de patrimoine. Je pense pas qu'on y ait Ouais, et répondu en on est substance, parti par mais exemple que sur le financier, on a ouais, tout l'immobilier ouais, encore à découvrir. Donc ouais, il y a la gestion de patrimoine, c'est méga large ouais, ouais, de fou. et c'est passionnant. Donc voilà. Merci pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, sans avancer en x50. Et on vous retrouve au prochain épisode. Salut! Salut, salut.